Merci beaucoup, Catherine. Merci, Andrea et tout le monde du comité de Figura aussi d'organiser ces conférences intersectorielles, interdisciplinaires. Je pense que, pour moi, ça me fait plaisir. Vous dites, Catherine, que j'aime ça travailler la littérature, finalement, dans une perspective médicale, mais je pense que c'est vraiment important aussi. C'est pas juste une passion pour moi, c'est vraiment, depuis que je travaille dans le milieu hospitalier, et je suis retourné en littérature précisément pour ça, parce que je crois que la littérature et les arts ont énormément à apprendre à la médecine, à la pratique des sciences de la santé, et inversement aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment des ponts à forger entre les deux disciplines. Et je crois que Figura, finalement, avec les conférences qu'il y a eu cette année, littérature, musique et architecture, je le vois vraiment comme on lance finalement un terrain pour travailler dans le futur vers une vraie concertation finalement entre ces disciplines-là. Je serais content aussi d'être avec Vanessa, que j'ai lu avant de connaître, et que son travail finalement m'inspire beaucoup parce que, comme clinicien finalement en sciences de la santé, quand j'allais en littérature, je suis un petit peu le alien finalement dans le... Comme peut-être toi aussi, Vanessa. Les gens ne voyaient pas vraiment comment on pouvait s'intéresser à la fois à la science et à la littérature. Puis finalement, ma présentation, c'est un petit peu... vous montrer comment j'entrevois les liens entre littérature et médecine et comment je crois que on doit toujours replacer la pratique du soin, la pratique médicale, dans un contexte culturel et dans une perspective culturelle et historique finalement qui se transforme. Des fois, on a l'impression avec la pratique médicale actuelle, on perd de vue que finalement il y a un passé à la médecine. Je parlais du 19e siècle tantôt, et évidemment qu'il y a un futur. Donc, il faut voir la pratique du soin et la pratique médicale comme quelque chose de culturel qui va se transformer au fil du temps en fonction des gens qui vont la pratiquer et des gens qui vont faire la recherche finalement. Alors, merci pour tout ça. Je vais commencer par cette nécessité de replacer la médecine dans son histoire littéraire. Je ne vais pas remonter jusqu'à Hippocrate, parce que, bon, on pourrait le faire, mais pour le temps et la conférence, je vais remonter plus au 19e siècle, qu'on appelle des savants. Je suis content de voir M. Pierre Sens. Finalement, j'ai beaucoup, qui est un professeur retraité de l'UDM et qui est spécialiste non seulement du 19e siècle, mais principalement la relation de la littérature au savoir. Parce que la littérature, souvent, on la prend comme un divertissement, donc on va au théâtre, qu'on s'achète un livre, mais la littérature, c'est aussi une connaissance, c'est aussi un savoir qui doit absolument être mobilisé au même titre que la chimie, la physique, les mathématiques. Donc, dans ce siècle des savants-là, au niveau de la pratique médicale, la médecine est passée d'un art traditionnel, ancré dans la philosophie et tout ça, et on a assisté à ce qu'on appelle la conversion anatomo-clinique. Donc, c'est quoi la conversion anatomo-clinique? C'est que la médecine se dépouillait de sa tradition théorique, philosophique et théologique pour s'aligner sur le fonctionnement des sciences dites pures, des sciences exactes. Donc, le savoir médical, qui était un art traditionnel, un savoir livresque et une création de l'esprit, au 19e siècle, se transforme en expérience incarnée, en une praxis rationnelle fondée sur l'empirisme pratique et l'observation des faits. Donc, c'était plus, justement, quelque chose de religieux ou quelque chose de strictement abstrait. Il fallait s'ancrer, comme la chimie, comme la physique, sur l'observation des faits, vraiment dans une incarnation de la nature. Avec cette conversion anatomo-clinique-là, on a eu le triomphe de ce qu'on a appelé la médecine expérimentale, mais qu'on appelle encore la médecine expérimentale de Claude Bernard, qui est un médecin physiologiste, qui a été au Collège de France et qui finalement a affirmé, je vais vous le citer, il cite dans son introduction à la médecine expérimentale, « Il est ainsi évident pour tout esprit non prévenu que la médecine se dirige vers sa voie scientifique définitive. Par la seule marche naturelle de son évolution, elle abandonne peu à peu la région des systèmes pour revêtir de plus en plus la forme analytique et rentrer ainsi graduellement dans la méthode d'investigation commune aux sciences expérimentales. » Donc là, on va vraiment dans un désir d'arrêter de plaquer l'autorité personnelle ou l'autorité théologique, tout ça, sur l'observation d'un fait. Et ce faisant, finalement, on espère arriver à une quelconque vérité. Par exemple,
il y a des nuances finalement à apporter. Okay? On va penser que Claude Bernard finalement faisait juste une tabula rasa de la subjectivité et de la culture, mais c'est pas tout à fait ça qu'il dit. Un fait anecdotique intéressant, Claude Bernard était à la base un homme de théâtre. Donc c'est quelqu'un qui, avant de devenir un médecin scientifique très très plébiscité, encore une fois, la médecine expérimentale, c'est quelque chose qui fait, on pourrait dire encore autorité, bon, avec la pratique des évidences scientifiques, evidence-based practice, mais aussi, j'avais noté un autre truc. Pas grave. Mais ça pour dire que Claude Bernard avait aussi cette sensibilité théâtrale qui disait que ce n'est pas parce que on est dans un matérialisme scientifique qu'il n'y a rien qui existe au-delà. Et je vais vous le citer. Claude Bernard, je pense d'abord se consacrer au théâtre. Je vais citer, un historien de la santé qui dit « Claude Bernard établit toujours une distinction nette entre ce qui appartient à la science et ce qui lui est étranger. Il dit « La science n'a pas pour objet de prouver ni désapprouver Dieu. » Bon, en ce cas-ci, il y avait vraiment le truc de la théologie. La science est indépendante de cette question. Le matérialisme qui affirme qu'il n'y a rien au-delà de la matière sort de la science. Donc, on assiste vraiment, ce n'est pas un désaveu de ce qui n'est pas scientifique, c'est plutôt un aveu des limites de cette science-là. Donc, la littérature et la culture doivent prendre le relais où la science, finalement, de la médecine achoppe. Et c'est là qu'on bascule graduellement au 19e siècle dans le littéraire. Au 19e siècle, oui, il y avait le triomphe de la médecine expérimentale, mais la médecine expérimentale aussi fascinait les écrivains et les artistes. Il y avait, par exemple, à la fin du 19e, un psychiatre qui s'appelait Jean-Martin Charcot et qui organisait les célèbres Leçons du mardi à l'hôpital Pitié-La Salpêtrière, auquel il y avait beaucoup d'écrivains qui assistaient. Il y avait Guy de Maupassant, les frères Goncourt, qu'on connaît évidemment pour le fameux prix, Jules Barbé d'Aurevilly, Alphonse Daudet qui a écrit La Doulou, et finalement, ces gens-là venaient à l'hôpital. Et le psychiatre présentait ses études sur l'hystérie. Donc, à l'époque, on parle encore d'hystérie. Vanessa, tu vas pouvoir nous parler de cette histoire-là, peut-être. Et finalement, les femmes se mettaient littéralement en spectacle et les gens étaient fascinés par, justement, de voir des corps biologiques, des corps vivants, possédés par quelque chose qui dépassait la connaissance de la science. C'est sûr que Charcot a été accusé, finalement, de théâtralisme. Bon, actuellement, c'est sûr que ce serait impensable de faire ça. Mais cette fascination-là pour la souffrance, pour l'expression de quelque chose d'inconnu dans l'hystérie, finalement, devenait un matériau de création. Il y a aussi eu, au début du 20e siècle, ce qu'on a appelé les cliniciens ès-lettres. C'est un poète qui s'appelle Victor Ségalen, qui était aussi médecin, et dont la thèse de médecine s'est intitulée « Les cliniciens ès-lettres » et comment réadapter le pouvoir de l'écriture naturaliste en tant qu'expertise médico-littéraire. Si vous avez lu, justement, Zola ou les grands écrivains naturalistes de cette époque-là, il y avait une telle finesse, une telle rigueur dans leur esprit d'observation. On se rappelle que la médecine expérimentale est basée sur l'observation des faits. Il y avait une telle finesse, une telle rigueur dans leur écriture que Victor Ségalen disait que, et je vais le citer, une école littéraire qui se réclame des procédés d'investigation scientifique et en particulier de l'observation médicale tombe sous le coup d'une expertise médico-littéraire. Donc, pour Victor Ségalen, les écrivains créaient un savoir dont la médecine avait finalement beaucoup à apprendre. Okay? Puis, ce n'est pas un désaveu, comme je vous dis, de la médecine pour les écrivains. C'est tout simplement de dire, et ça va être un peu ça vers quoi je vais ouvrir dans la prochaine partie de ma présentation, où la science et la médecine achoppent, comment la littérature et comment l'art peut prendre le relais pour proposer finalement des hypothèses et pour proposer finalement des perspectives qui ne sont pas encore tout à fait défrichées. Okay? C'est là que Émile Zola entre en jeu. Pourquoi Émile Zola? On le connaît pour Germinal, on le connaît pour plein de choses. Par exemple, il y a un petit essai que j'ai lu récemment dont je vais vous parler, qui s'appelle Le roman expérimental, qui littéralement copie-colle, si on veut, la méthodologie de la médecine expérimentale au procédé romanesque. Okay? Donc lui, il le dit en entrée de son essai, il dit « J'ai juste enlevé médecin et je l'ai remplacé par écrivain et tout fonctionne ». OK, donc je vais vous lire un petit peu ce qu'il propose avec le roman expérimental. Il dit « Il faut nous appuyer sur le terrain conquis par la science jusqu'au bout. Puis là seulement, devant l'inconnu, exercer notre intuition et précéder la science, quitte à nous tromper parfois, heureux si nous apportons des documents pour la solution des problèmes. Il y a là un noble rôle de pionnier et les écrivains ont encore le devoir de le remplir. » Donc, c'est pas une question, comme je vous disais, de dire « Ah, mon Dieu, les médecins, ils font n'importe quoi », tout ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de tensions, finalement, entre les artistes, les littéraires et le corps médical à travers l'histoire. Mais Zola ne dit pas qu'il faut
se mettre contre eux, mais plutôt travailler en collaboration. Donc, c'est vraiment exactement dans l'esprit, finalement, de la conférence qu'on a aujourd'hui sur l'intersectorialité. On va faire le saut tranquillement vers la fin du 20e siècle. Là, je vous plaçais dans la fin du 19e siècle, où on était dans une époque de triomphe de la médecine expérimentale, et on pensait que l'approche objective de la médecine allait nous permettre de bien soigner les gens vers une quelconque vérité. Par contre, bon, là, on fait un petit saut, évidemment, avec le 20e, mais on arrive à la fin du 20e où il y a eu la pandémie de sida. Et là, on arrive à Hervé Guibert. La pandémie de sida qui a été un véritable échec du pasteurisme, finalement, parce que pour la première fois depuis la syphilis et tout ça, on se retrouvait devant une maladie complètement inconnue. Donc la médecine était complètement dépourvue, comme si finalement tous les triomphes de la médecine expérimentale de Claude Bernard n'avaient pas eu lieu. Donc il y a vraiment eu finalement un ressac qui peut être problématisé de plusieurs façons, mais finalement on se retrouvait dans une sorte d'impuissance où le médecin n'avait pas le choix de faire aveu d'humilité et où on a vu une grande vague finalement d'écrivains, mais aussi d'artistes, Bowie, Freddie Mercury, plusieurs écrivains aussi, prendre le relais pour niveler finalement et participer à ce combat-là contre ces maladies-là. Donc, voilà, il y a eu cet essor, qu'on pourrait dire, du sida, mais aussi du personnage du sidéen. Et là, je vais citer rapidement un critique de la littérature du sida qui dit « Le sida et le sidéen ensemble s'érigent en éléments contestataires à la fois d'une pratique, l'anatomoclinique dont je vous parlais, et de ses carences en matière de psychologie et d'une idéologie, le pasteurisme triomphant. Le sida et sa littérature constituent ce que Foucault appelle une surface d'émergence, en ce sens qu'ils ont permis une remise en question radicale de la pratique médicale. » Donc, c'est une surface d'émergence. Comme je vous dis, ce n'est pas qu'il y a une solution qui est automatiquement inventée, mais que l'instabilité dans laquelle se trouve la médecine, finalement, a besoin de cette créativité-là des écrivains pour aborder des problèmes qui dépassent l'objectivité. On va rentrer dans l'expérience guibertienne. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je parle? Je continue, ouais. Je vais ouvrir tranquillement, avec Guibert, finalement, vers le travail que fait Vanessa, parce que Guibert, lui, est un écrivain qui est mort séropositif, mais il avait aussi tout d'un médecin. Hein. Peut-être qu'il a lu Zola et qui a juste biffé médecin et qui a mis écrivain à la place. On va voir que Guibert, en effet, a pu le faire. Parce que bien avant sa séropositivité, Guibert a mis sa peau sur la table. Okay? On pense que la littérature, des fois, c'est quelque chose qui est désincarné. C'est seulement dans le livre, c'est seulement, peu importe, c'est quelque chose qui est détaché du réel. Mais Guibert a littéralement fait de son corps son matériau théâtral qui allait constamment être pour lui une zone d'investigation. Okay? Je vais citer l'incipit de La mort propagande, qui était son premier texte publié en 1977, donc 13 ans avant sa séropositivité, et 100 ans après le roman expérimental de Zola. Je vais citer Guibert. « Mon corps, soit sous l'effet de la jouissance, soit sous l'effet de la douleur, est mis dans un état de théâtralité, de paroxysme qu'il me plairait de reproduire de quelque façon que ce soit. Photo, film, bande-son. Dès qu'une déformation survient, dès que mon corps s'hystérise, mettre en marche un mécanisme de retranscription. Mon corps est un laboratoire que j'offre en exhibition, l'unique acteur, l'unique instrument de mes délires organiques, partition sur tissu de chair, de folie, de douleur, observer comment il fonctionne, recueillir ses prestations. » Donc, justement, il parlait que dès que son corps s'hystérise, mettre en marche un mécanisme. Donc, on est un peu aussi, finalement, dans cette performance de l'expérience du corps, comme un peu le faisait Jean-Martin Charcot. Donc, par le biais de l'expérience, il s'agit d'ouvrir. On parle de surface d'émergence, mais il s'agit d'ouvrir le corps, mais aussi d'ouvrir le langage. Okay? Donc, ce n'est pas chaque corps qui a sa vérité, ce n'est pas chaque discipline ou chaque savoir qui a sa vérité en elle-même, mais c'est dans l'ouverture et finalement dans la déstabilisation qui s'effectue avec l'autre corps et l'autre langage. Et ça participe directement du travail de l'expérience que le roman expérimental permettait.
Je vais citer Zola juste pour que vous voyez l'écho parfait presque qu'il entretient avec Guibert. Il faut remarquer que tout se tient, que si le terrain du médecin expérimentateur est le corps de l'homme dans les phénomènes de ses organes, à l'état normal et à l'état pathologique, notre terrain à nous, romanciers, est également le corps de l'homme dans ses phénomènes cérébraux et sensuels, à l'état sain et à l'état morbide. Nous continuons fatalement, je le répète, la besogne du physiologiste et du médecin, qui ont continué celle du physicien et du chimiste. Dès lors, nous entrons dans la science. Donc, il y a toute cette idée de continuité, finalement, comme un peu une course à relais pour le sens, pour la vérité. Et c'est là que, finalement, on veut faire le saut entre la recherche et la création. C'est vraiment cette idée qu'il faut garder en tête. Justement, je vais ouvrir tranquillement vers la relation de soins. Parce que là, on parle beaucoup de corps, on parle beaucoup d'ouvrir les corps, mais le problème, finalement, c'est dans la relation entre les savoirs et entre les corps. Et là, je vais citer Vanessa, justement, puis on va pouvoir tranquillement aller vers la discussion avec elle. Parce que... Finalement, Claude Bernard, je vous l'ai dit, il y avait une sensibilité littéraire et pour lui, c'était la physiologie, le roman de la médecine. Pour lui, c'était la physiologie parce que c'était une histoire, finalement, que l'interaction entre les organes. Et en lisant Vanessa, Soigner, aimer, tout ça, évidemment, là, on est dans un rapport plus à la santé mentale, donc à la psychiatrie, qui est beaucoup plus abstrait. Peut-être de moins en moins, on l'espère. Mais c'est ça, on est encore finalement dans un tabou. Et je vais citer Vanessa. Du psychiatre, on attend savoir et écoute. Une machine peut prescrire des pilules mieux que lui, mais ne peut aimer mieux que lui. La médecine exige technique et connaissance, mais cela ne suffit pas, particulièrement en psychiatrie, où la relation est le cœur et le nœud. Nous sommes encore des humains. Donc, on est vraiment dans quelque chose de, selon moi, qui est comme tu le dis, Vanessa, le cœur et le nœud, et c'est la relation. Ce n'est pas le corps souffrant, ce n'est pas le langage qui essaye de stabiliser une vérité ou une connaissance, c'est entre les deux. C'est vraiment dans le mou et le lest qui se passe dans la relation entre les corps. Et ta parole, Vanessa, résonne directement avec celle de Guibert qui, à la fin de sa vie, écrivait, je vais le citer, quand il parle de sa relation avec sa médecin, il y a comme du mou et du lest dans ce rapport de force du médecin et du malade, et c'est dans ce relâchement de puissance de l'un sur l'autre et d'efficacité que se glisse le plus d'humanité. Donc on est vraiment dans, comme je vous dis encore, ce n'est pas dans l'opacité du corps, c'est lorsque les corps finalement s'ouvrent et se désagrègent, et que le mou finalement permet une instabilité, un sentiment d'ambiguïté qui est quelque chose de absolument essentiel à cette notion d'expérience. Donc, on pourra en discuter plus longuement. Je vais parler un petit peu des obstacles et enfin, je vais dire, selon moi, comment la littérature permet d'appréhender ces obstacles. Parce que c'est facile, finalement, à dire, de dire, il faut s'ouvrir les uns aux autres, il faut ouvrir les uns aux autres, mais il y a énormément d'obstacles, surtout dans un contexte de maladie, qui est source d'énormément de honte, de culpabilité, mais aussi de peur. On a tous peur d'être malade, de mourir aussi. Et dans notre société actuelle, où finalement la santé et la performance sous toutes ses formes, finalement, est érigée un peu en culte culturel, finalement. C'est un peu honteux d'être malade. C'est comme, bon, pourquoi t'as fumé, pourquoi t'as mal mangé, pourquoi... Donc, on est dans une espèce de culte de la santé qui entraîne beaucoup de culpabilité, non seulement pour les malades, mais aussi pour les professionnels qui les soignent, parce que c'est très difficile, comme professionnel aussi, de toujours savoir. On doit se mettre à jour, mais on a peur de faire des erreurs, finalement. Okay? Puis, finalement, Guibert, lorsqu'il est hospitalisé à la fin de sa vie, il va écrire, je vais le citer, « Parfois, ils ne savent plus, en parlant des médecins. Ils tâtonnent, ils transpirent à grosses gouttes, ils ont peur. Ils m'injectent de la xylocaïne entre la plèvre décollée par l'air et le poumon pour pouvoir y introduire le cathlon, sortir le petit drain. » Donc, on pense finalement, c'est un lieu très commun de dire, je vais voir mon médecin, il a pris 5 minutes, il m'a donné une pilule, il s'en fout, bon, tout ça. C'est un lieu très commun. Et ça, vraiment, dans la littérature du 19e aussi, c'est extrêmement présent. Mais il ne faut pas rester dans cette représentation-là, finalement, du médecin qui est seulement... il y a un travail à faire qui n'est pas facile du tout, puis justement, comme d'être en face de quelqu'un qui met tout son espoir de guérison sur soi, c'est vraiment pas facile. Donc, c'est là que finalement la collaboration est faite. Et une des solutions que tu proposes, Vanessa, c'est vraiment d'y aller avec l'humilité. Okay? Donc, l'humilité qui est un peu le pendant pour lutter contre la honte et l'humiliation. Je vais peut-être terminer en vous disant que comment la littérature, selon moi, quelles sont les ouvertures qui peuvent être faites. Parce que là, on parle beaucoup de bons sentiments, finalement. On parle beaucoup de vouloir prendre soin des gens.
Puis c'est quelque chose qui est un peu un piège pour les littéraires qu'on est. Parce que où la science a un devoir éthique et déontologique, finalement, la littérature, elle, ne doit pas en avoir, selon moi. Okay? La littérature, est-ce qu'elle doit faire le bien? Pas vraiment, selon moi, parce qu'il ne faut pas, justement, reconduire un dogme ou reconduire une morale sur quelque chose qui est finalement exploratoire, okay? qui est finalement pour proposer une hypothèse qui est inconnue. Donc, la littérature ne doit pas nécessairement faire le mal. Elle doit le bien, pardon. Elle doit... ouais. Ben, vous voyez finalement la nuance. Et Guibert se le demande finalement. Il dit qu'il s'agit de se glisser dans les situations de désespoir pour pouvoir mieux les comprendre. Et il dit finalement aussi que la littérature et la mort, à la fin de la vie, finalement, se confondent l'une à l'autre. Et pour lui, la littérature, c'est un moyen de justement affronter cet inconnu au final de la maladie, mais aussi mieux apprendre à ne pas guérir. On a beaucoup cette idée de il faut absolument guérir, mais maintenant avec finalement l'aide médicale à mourir et tout ça, la littérature Hélène Cixous dit que c'est un pays de turbulence, hein, qu'il faut la défendre à tout prix, parce que c'est un pays de turbulence où il y a une liberté d'expression qui devrait être absolue, et c'est là qu'on peut aborder les trucs d'une brutalité finalement indicible, parce qu'il y a une part d'indicible finalement dans la douleur, une part d'indicible dans la souffrance et évidemment dans l'appréhension de la mort. Alors je vais arrêter ma présentation là-dessus et on pourrait peut-être enchaîner avec une discussion sur ces enjeux. Merci. Merci.